Aujourd'hui, j'aimerais parler de la blockchain et en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'envoyer des diplômes, des copies, des certificats, des relevés de notes pour un programme ou pour une université. Et c'est toujours le bordel. Moi, ça m'arrive assez souvent et puis je dois vous avouer qu'il se trouve que l'université trouve que la qualité n'est pas assez bonne, que le fichier est trop lourd, je ne peux pas l'envoyer par courriel. C'est toujours la merde. C'est tout le temps... je pense qu'il y a une université je pense en Ontario, elle a 5 ou 6 fois mes diplômes. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui va vous donner la solution à tout ça. C'est un peu futuriste, on va parler de la blockchain aujourd'hui et je reçois Dimitri. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors avant de parler de la blockchain, je voudrais te raconter un peu comment j'ai découvert ça, parce que c'est un peu une petite histoire. Alors j'étais dans un travail saisonnier et j'étais en train de regarder un peu mes papiers et tout ça. Je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais mettre tout ça sur Internet, sécurisé et infalsifiable? Et je me suis dit, bon, non, ça n'existe pas, quoi. Et puis du coup, je me suis dit, je vais aller fouiller un peu sur Internet. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai entendu quelque chose avec des bitcoins et de la blockchain. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, au début, je pensais que c'était le darknet et tout ça, quoi. Donc je vais fouiller et tout ça, et puis je découvre la blockchain. Et puis là, j'ai découvert son fonctionnement, mais c'était trop bien. Et on peut sécuriser un fichier dans un dossier. Ce dossier-là, il est vérifié par une centaine de mineurs, entre guillemets. Et ensuite de ça, ce dossier, il a un numéro, un certain numéro. Le fichier qui est dans ce dossier, il a un autre numéro. Et c'est vérifié toutes les 10 minutes. Et toutes les 10 minutes, c'est réparti dans le monde entier. C'est pas centralisé comme une banque ou quoi que ce soit. Moi j'ai une question. C'est quoi la différence avec ma Dropbox? Alors la différence avec la Dropbox, c'est que ton Dropbox, il est centralisé, il est sur les serveurs de Dropbox. Tandis qu'un fichier qui est dans une blockchain, c'est décentralisé et c'est stocké partout dans le monde entier. Donc il n'y a pas de stockage limité. C'est ça qui est génial. Là, j'ai envie de te poser une question. Si c'est partout, est-ce que tout le monde peut voir mes diplômes, par exemple? Alors non, parce que le fichier en tant que tel, il va être haché, il va être mixé pour avoir un certain numéro. Ensuite, ce numéro-là sera dans un dossier et ce dossier-là sera lui aussi haché. Et le numéro de ce dossier sera mis sur la blockchain et tout le monde va pouvoir voir ce numéro de dossier qui sera relié au numéro de fichier, et ce numéro de fichier sera au fichier en tant que tel. C'est comme si on découpait une feuille en papier à travers le déchiqueteur et qu'on la rassemblait constamment, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà, exactement. Exactement, c'est ça. Et donc ce qui la rend sécuritaire, c'est qu'il y a des bouts partout, mais que tout le monde n'a pas tous les bouts. Et les seules personnes qui ont les bouts, c'est moi au début de la chaîne et la personne qui est à la fin de la chaîne, si j'ai bien compris. Oui et non. Alors en fait, tout le monde a vraiment le numéro de ce dossier, hein, le numéro complet de ce dossier. C'est juste que dans ce numéro-là, il a été fait par un système de vérification, et ce numéro-là, il est entier partout, quoi. Est-ce que c'est des copies qui apparaissent ou ils accèdent directement à mon fichier, à mon diplôme? Non, mon magnifique diplôme. Non, c'est vraiment des copies qui sont faites, et le numéro sera pour un seul et même fichier. Donc c'est fini, je ne vais plus me retrouver à envoyer des courriels où le poids passe pas, où on m'a dit que la taille de la photo ne fonctionnait pas. C'est terminé avec ce genre de système. Normalement, oui. Après, il y a des systèmes en fait qui utilisent la blockchain, et il y a des systèmes qui actuellement ils sont en sorte de bêta, en sorte de test. D'ailleurs, si tu veux aller voir ce que c'est la blockchain, va checker sur Google dit-ci.fr. Je fais pas mal d'articles là-dessus. Et donc, il y a des entreprises qui intègrent la blockchain au système éducatif, comme Block Center. Vous allez pouvoir télécharger d'ailleurs l'application sur l'App Store et Play Store. Et donc, grâce à cette application, en fait, les universités partenaires, ils vont pouvoir publier les diplômes sur cette blockchain, en fait, et vous allez pouvoir consulter vos diplômes sur cette application. Et les diplômes qui sont sur cette application, avec les universités, vous avez un numéro de hash,
Et ce numéro de hash, il est disponible partout sur la blockchain, tout simplement. Donc l'université ou la personne qui va communiquer avec l'université va aussi avoir ce numéro de hash et va voir mon diplôme quand je vais lui envoyer. Alors, quand le numéro de hash sera envoyé, normalement, vous allez pouvoir voir, oui, le diplôme en tant que tel. Ça a l'air génial. Comment ça se fait que c'est pas plus répandu? C'est pas répandu parce que c'est un peu futuriste. Quand on parle de Bitcoin déjà, rien que quand on parle de Bitcoin, tout le monde est là. Oh, attention, c'est du darknet, c'est tout ce que vous voulez de mal. Et du coup, peu de monde utilise la blockchain qui est en fait le squelette, vraiment le squelette du Bitcoin. Et c'est ça que je trouve dommage. Mais il y a de temps en temps des entreprises qui se lancent dans la blockchain et qui lancent des projets qui sont assez innovateurs. Il y a Block Center, il y a Filecoin qui est un jeton numérique et qui va pouvoir décentraliser en fait le stockage. Donc tu vas pouvoir te retrouver avec un jeton numérique et utiliser ton disque dur, l'espace qui te reste sur ton disque dur pour l'allouer au stockage dans le monde entier. Enfin voilà, c'est un exemple partout, un exemple sur des milliers de cryptos qui utilisent en fait la blockchain, tout simplement. On pourrait se dire que si c'est utilisé pour les modèles financiers, c'est extrêmement sécuritaire. Voilà, tout à fait, exactement. Qu'est-ce qui te passionne dans tout ça? Moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est la décentralisation, c'est qu'on puisse tout le monde peut le voir, mais que c'est aussi pas centralisé, mais sécuritaire. C'est extrêmement sécurisé parce que tout le monde vérifie. Et si, imaginons, je mets un faux document sur cette blockchain, eh ben le mineur, il va vérifier et il va se dire, hop là, non, là, le document est faux, le hash en tant que tel est faux, donc on va le supprimer, on va supprimer cette liste de documents, cette liste de dossiers, et on va la supprimer, on va garder l'original en tant que tel. Donc il y a constamment des vérifications qui font que si des fausses copies s'insèrent, on supprime les fausses copies. Voilà, en fait c'est exactement ça. Et je vais reprendre l'exemple du Bitcoin. Si, imaginons, on a un bloc qui est falsifié avec une transaction qui est fausse, à la suite de ça, il va y avoir des blocs qui vont s'aligner parce que dans chaque bloc, on référence un autre bloc. Ce que j'entends par bloc, c'est un dossier, tout simplement. Un dossier référence un autre dossier qui référence un autre dossier, etc. Donc, c'est une suite de dossiers, une suite de blocs, une blockchain. Et donc, si une suite de blocs va arriver, sera fausse, en fait, elle sera rejetée automatiquement par la blockchain en tant que telle. Et à la suite de ça, ils vont reprendre le cours de la blockchain, en fait, originale, tout simplement. Pourquoi il commence à y avoir de la blockchain dans le domaine de l'éducation? Parce que ça permet vraiment de sécuriser, décentraliser les documents. Et c'est ce qui nous permet de gagner aussi en sécurité au lieu d'avoir des CV falsifiés, des diplômes falsifiés, etc. Pourquoi il y a tant d'enjeux de sécurité? Parce que à l'heure actuelle, notre vie privée est extrêmement, est constamment, on va dire elle est constamment, on va dire. Prends ton temps. C'est une question de, c'est constamment une question d'enjeu en fait, la vie privée des personnes. Et quand on parle de diplôme, d'entreprise, où est-ce que vous avez travaillé de telle date à telle date, etc. Après, si tout le monde sait où vous êtes, on vit plus, quoi. On n'a plus de vie privée, quoi, dans ces cas-là. Donc c'est pour ça que la sécurité, c'est pour ça que la blockchain est tellement sécurisée et qu'on va de plus en plus utiliser avec les documents parce que on va pouvoir partager ça au monde entier sans que ça soit centralisé et extrêmement sécuritaire parce que c'est vérifié constamment. Okay. C'est ça qui est bien avec la blockchain, c'est ça que j'adore. Ok, ça c'est très intéressant. Moi, je trouve ce concept aussi intéressant de justement découper et puis qu'il y ait un contrôle général sur les données. Vous utilisez sûrement Wikipédia ou des choses comme ça, et avec Wikipédia, c'est un peu déjà le cas.
Wikipédia est moins performant qu'une blockchain, mais ça vous donne un peu cette idée-là. L'idée que n'importe qui peut vérifier si l'information est bonne ou mauvaise, et c'est rassurant de voir qu'il peut y avoir... Ça peut être tout un groupe de personnes et non pas des entités comme des institutions, comme des universités, parce qu'il y a toujours le problème du contrôle du savoir. Pour ceux qui font un peu de philosophie, vous connaissez Foucault. Foucault vous dit le savoir et le pouvoir sont interreliés. Et c'est un peu cette notion-là qu'avec la blockchain on retrouve, qu'on essaie de supprimer. On essaie de passer outre les institutions classiques. Moi, j'ai une autre question pour toi. Quels autres beaux projets en blockchain t'as vu qui pourraient être intéressants pour les étudiants? Il y a Block Center, il y a qui donc comme je vous en ai parlé, hein, c'est vraiment quelque chose qui permet aux universités de poster des diplômes avec un numéro de hash. Après, dans le domaine éducatif, c'est encore un peu rare parce que la blockchain, comme je vous l'ai dit, c'est très futuriste, on va dire, et donc il y a pas beaucoup d'universités qui travaillent dessus, mais il y a des projets comme à la Harvard, il y a des projets dans des institutions qui sont en phase de test, qui ne sont pas disponibles pour tout le monde, mais c'est vraiment en phase de test. Et moi, je pense que ça va vraiment, vraiment évoluer dans le bon terme au niveau de l'éducation. Mais il y a aussi énormément d'applications. Donc on a dans la finance, il y a dans le stockage décentralisé, la blockchain, on peut l'utiliser presque partout, dans presque tous les domaines, pour moi, je pense. Si t'es comme moi et que tu penses que l'administratif dans ton université est un peu vieillot, lève la main. C'est vraiment, il y a des fois, c'est vraiment une blague. C'est vraiment du très très vieux. La question que je vois, c'est les universités. Certaines universités participent à ça, mais on parle d'universités à haute technologie. Est-ce que tu trouves qu'il y a un gros décalage technologique avec ce qui se passe réellement dans l'industrie et justement, par exemple, le milieu universitaire? Oui, parce que le milieu universitaire, enfin moi qui étais dans une université en France, je trouve que c'est vraiment un peu l'antiquité, quoi. Si l'université n'allait pas reconnue comme la plus célèbre université aux États-Unis, la Harvard, ils vont pas s'améliorer au niveau de la technologie, même s'il y a quelques phases de test, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment un peu antique dans les universités. Moi aussi. Donc, en espérant que la blockchain puisse résoudre ce problème un peu antique et qu'on puisse vraiment partager nos diplômes entre universités et puis même entre entreprises. Parce que si ça se trouve, un jour, on va peut-être pouvoir envoyer notre numéro de hash à l'entreprise, lui dire « Tiens, j'ai tel diplôme, voici le numéro de hash, tel diplôme, voici le numéro de hash. » Et l'entreprise peut la consulter et c'est vérifié par l'université. Donc franchement, ça, c'est quelque chose de très sécuritaire et c'est quelque chose assez confiant quand même. Moi, ça me rassure parce que si vous n'êtes pas en bon accord avec la TGDE, la gestionnaire des dossiers étudiants, des fois ils changent aussi le nom, mais ça peut être compliqué. Vous pouvez avoir une année ou même 3 années compliquées. C'est super, c'est très intéressant de voir justement cette évolution, cette idée aussi qu'on commence à rentrer dans la dématérialisation et que cette dématérialisation reste sécuritaire. Toi, c'est quoi tes projets après ? Alors, moi, je ne vais pas créer de blockchain ni rien parce que pour moi, ça reste encore assez compliqué à construire. Clairement, je comprends rien au niveau du codage parce que c'est extrêmement compliqué, le codage quand même, codage en informatique. Donc, franchement, moi, c'est pas ça que je voudrais faire. Moi, c'est plus dans la formation des personnes, les former sur l'utilisation des crypto-monnaies, de la blockchain, comment ça fonctionne, etc. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je mettrai dans la description de cette vidéo les liens vers mon blog et puis vers mes formations que je propose. Et donc j'accompagne les personnes dans leur formation sur la blockchain et sur les crypto-monnaies. Mais je suis plus du côté de la finance en tant que telle, finance personnelle bien évidemment.
je peux pas investir à la place des personnes, mais je peux juste leur dire, bah voilà, moi j'ai fait ça, j'ai investi ici, j'ai fait tant de pourcents, etc., etc. Donc voilà. Et dans un avenir proche, ce serait de faire des cours comme ça dans les universités pour déployer un peu la connaissance sur la blockchain et sur les personnes qui souhaitent s'y intéresser. Moi, il y a une question que je me pose, et je pense que beaucoup d'entre vous devez vous la poser. C'est quoi la faiblesse de ce système ? Alors la faiblesse, c'est que tout le monde forcément ne peut pas construire sa blockchain, parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de codage, il y a énormément de développement derrière. Ensuite de ça, il y a aussi énormément de vérification au niveau du fonctionnement, mais aussi si vous faites une blockchain, on va dériver un peu sur la finance, mais si vous faites une blockchain pour les institutions, pas universitaires, mais financières, il faut que ça soit vérifié par des organismes comme l'AMF, les autorités des marchés financiers, la SEC aux États-Unis, Security Exchange Commission. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, on va dire, ça reste dans un monde, on va dire, sécuritaire quand même. Après, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans le domaine, par exemple, des institutions universitaires. S'il faut que ça soit vérifié comme ça, mais je sais qu'il y a énormément d'étapes à passer. Il faut qu'il y ait des ordinateurs à l'autre bout du monde qui vérifient le fichier, etc., le dossier aussi. Donc ça demande un petit temps de déploiement quand même. Tu m'avais parlé aussi du domaine médical, pour nous mettre plus d'exemples que le domaine financier. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors il y a une entreprise qui s'appelle Mediblock. Pareil, les liens seront dans la description hein, si tu souhaites en savoir plus. Et Mediblock, en fait, c'est tout simple. Vous allez mettre votre carnet de santé sur la blockchain. Ce carnet de santé sera relié à un hash. C'est un document, en fait, comme les institutions universitaires. Et ce hash correspondra à votre carnet de santé. Et si un jour, vous partez en voyage, je ne sais pas, à l'autre bout du monde, et qu'il vous arrive quelque chose, eh ben, la personne va pouvoir observer votre carnet de santé sur la blockchain, disponible immédiatement, et en partageant bien évidemment le numéro de hash, parce qu'autrement la personne ne peut pas le retrouver. Et ça, c'est vraiment juste, c'est génial, parce que quand on est à l'étranger, on n'a pas forcément nos antécédents de santé avec nous, et qu'ils soient disponibles sur la blockchain, bah, ça peut ouvrir des portes, et ça peut ouvrir des portes dans le domaine médical, mais aussi un gain de temps extrêmement rapide quand même. Donc ouais, c'est vraiment intéressant, je trouve. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter ? Oui, alors si tu souhaites en savoir plus, bien évidemment, va voir en description, parce que dans cette vidéo, enfin, voilà, je grossis vraiment les contours, mais si tu souhaites en savoir plus, bah, n'hésite pas à aller voir sur mon site. Et puis, merci à toi de m'avoir invité sur cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis, je vous retrouve sur mon site ou sur ma chaîne YouTube. Et puis, merci à tous. Super, moi j'ai été très content de te recevoir, Dimitri, puis justement de parler de quelque chose d'un peu technique, parce que avec l'internationalisation, on est de plus en plus d'étudiants à partir loin de chez nous. Puis il y a des défis dans l'immigration, il y a des défis, comme je dis, au niveau de la faculté, puis des défis au niveau des départements. Ça fait que les histoires de papier, on est tous dedans. Et c'est sûr que ça serait génial d'avoir des solutions comme celle-ci. Donc merci encore à toi de nous en avoir parlé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker. Puis si vous avez des questions pour Dimitri, allez le voir sur sa chaîne ou sur son site, son blog, ou même directement dans cette vidéo. Ça nous fera bien plaisir de vous répondre. Merci encore à tous. Ciao.